Alors, bienvenue à notre amphithéâtre de l'ITBS. On vous a invité aujourd'hui pour une thématique très prisée, que ce soit par les économistes, par les financiers et même par les gestionnaires, à savoir la crise des finances publiques. On va en parler aussi, pas que des crises et problématiques, forcément, parce qu'il y aurait des issues possibles à cette crise-là. On est à la présence de notre cher collègue et économiste, M. Alain Belhaj, et aussi en visioconférence de Washington, des États-Unis, M. Saïd Abdouer, qui est en fait un expert et aussi un conseiller des fonds monétaires internationaux, le FMI. Donc, il y aura une discussion, mais il y aura aussi un débat. Si vous auriez des questions, des thématiques que vous voudriez mieux explorer, et donc vous êtes en présence de deux experts dans le domaine, n'hésitez pas à débattre par la suite. Donc, sans trop tarder, je cède la parole à notre cher collègue, M. Alain. Merci, cher collègue. Tout d'abord, bon, je n'ai pas le français. Donc, tout d'abord, je remercie la TV School pour cette invitation. Là, on a appelé un objet les rencontres de la TV School. Bon, je trouve que les rencontres, ils vont continuer. L'objectif, c'est de traiter de l'actualité économique. Bien sûr, de l'actualité économique, c'est des thématiques, que ce soit dans l'économie, ou la finance, ou le management. Donc, l'objectif, c'est effectivement de vulgariser quelques notions économiques. En fait, c'est des problèmes économiques, que ce soit en Tunisie, bien sûr, la priorité c'est la Tunisie, mais également des thématiques, des problématiques sur le plan régional et pourquoi pas mondial. Donc les rencontres de l'IT Business School, c'est des débats bien sûr sur une base scientifique, et c'est pour cela que nous sollicitons et nous allons solliciter des experts et des personnalités vraiment très connues, que ce soit à l'échelle nationale ou internationale. Après chaque rencontre, il y aura également, si vous voulez, une note d'opinion qui sera publiée sur le site de l'IT Business School, où l'objectif fondamental qui m'a c'est vraiment de connaître encore et davantage et de plus près les problématiques, que ce soit en Tunis ou ailleurs. Donc aujourd'hui, effectivement, la thématique est vraiment qui suscite de l'intérêt, c'est les finances publiques. C'est les finances publiques en Tunisie. Je pense que vous savez que la Tunisie traverse une période qui est très très difficile sur le plan financement. La preuve, c'est la dernière loi qui a été votée par le Parlement hier, qui concerne le financement direct de la Banque centrale au profit du budget de l'État. C'était interdit par la loi de 2006. La Banque centrale n'accorde pas des facilités pour le Trésor. Désormais, c'est possible. Le gouvernement affiche que c'est exceptionnel. J'espère que l'exception ne devient pas la règle, surtout avec une crise des finances publiques. La Tunisie traverse une véritable crise des finances publiques. Où à travers mon introduction, puisque le conférencier principal, c'est pas moi aujourd'hui, c'est Saïd Abdouer qui est connaisseur en la matière, qui est très pointu sur les questions des finances publiques. D'ailleurs, قبل ما يكون في الFMI, قبل كان في البنك central في تونس, où il a travaillé en tant qu'ex-conseiller du Fonds monétaire international. Donc, il connaît pratiquement tous les rouages, il connaît toutes les questions qui sont liées aux finances publiques. En tout cas, je vais faire une petite introduction, après quoi je vais laisser la parole à Saïd. Il fera son intervention qui sera très courte, ou que ce soit Anna ou Antouma, vous allez essayer de poser des questions, d'interagir, de faire des remarques, d'ajouter des choses si vous en avez dans le cadre de ce thème.
mon introduction, elle porte sur la conjoncture déjà nationale. Donc, vous savez très bien, la conjoncture internationale fait beaucoup d'aspects, fait l'aspect surtout géostratégique avec le conflit entre la Russie et l'Ukraine, ce qui se passe actuellement dans le Moyen-Orient. On ne va pas s'intéresser à ces questions, bien que ces questions sont très, très importantes et influencent pratiquement les questions économiques et les questions monétaires en Tunisie. Je ركز beaucoup plus sur la conjoncture nationale. وش نعطيكم لمحه en fait على le budget de 2024 نتاع السنه وش نكتشفوا à travers le budget de 2024 اللي vraiment il y a une véritable crise des finances publiques. Après quoi نعطي البارole si ça va. En tout cas, vous savez tous la croissance économique معناتها on ne crée pas de la richesse في تونس. La croissance économique اخر chiffre هو 0,1%, elle est tableau moins 0,2%. En glissement, en variation trimestrielle, l'économie tunisienne elle est en train, on ne crée pas de la richesse. La croissance économique, elle est très très faible. Même en 2024, on table sur un taux de 2,1% selon la loi de finances budgétaire. Au 2,1%, c'est un taux qui est très très faible. Donc, le rythme de croissance elle est très très faible. علاش؟ لانه كنا شايفين une faiblesse de la production agricole en relation avec des facteurs qui sont externes, la faible pluviométrie et les changements climatiques, la faiblesse de l'activité économique dans la zone euro, qui est notre partenaire numéro 1, le partenaire commercial numéro 1 de la Tunisie, et bien sûr, on a quelques difficultés dans les industries, surtout les industries non manufacturières. La croissance phytone, elle est beaucoup plus tirée par le secteur des services. Walhamdulillah, les femmes à tourisme à Draja, mais c'est très peu pour en fait parler d'une véritable croissance économique en Tunisie. Diapo suivant. Donc au niveau de l'emploi, bien sûr, on fait une croissance économique qui est toute croissance qui est importante. Une création d'emplois suffisamment importante. Le taux de chômage في تونس il demeure toujours élevé, entre 15 et 16% ces 2 dernières années. Ce taux de chômage il reste nettement plus élevé pour les femmes que les hommes. Ou le le taux des diplômés de l'enseignement supérieur qui demeure à des niveaux qui sont élevés. Diapo suivant. Alors, l'inflation, je pense, voilà l'inflation. Heureusement que le rythme, l'inflation, elle est en train de baisser. Le dernier chiffre, c'est 7,8%, mais la tendance à l'IPCR, c'est quelque chose de positif, mais les paliers de l'inflation sont très très élevés. L'objectif, par exemple, de la Banque centrale européenne, c'est un taux qui est proche à 2%. Là, on est un taux qui est proche de 8%. Donc, cette tendance baissière, c'est quelque chose de positif, mais les paliers sont très très élevés. L'inflation très élevée, un pouvoir d'achat qui est en détérioration, on peut un environnement pour l'investissement qui n'est pas propice. Et l'inflation, c'est quelque chose de, surtout quand il y a un taux élevé, c'est quelque chose de nuisible pour l'économie. Diapo suivant. Alors, le diapo les 4. Donc, la politique monétaire, le taux directeur, acquis de la Banque centrale lors de la dernière réunion, ça fait, je pense, 3 jours, elle a décidé de maintenir inchangé le taux directeur. Un taux, bien sûr, qui demeure toujours à des niveaux élevés. Des taux à des niveaux élevés, pour le crédit pour les entreprises, pour les investissements qui sont coûteux, et donc, vraiment, c'est pas favorable à l'investissement. Donc la politique monétaire elle reste très prudente et le taux directeur dans une période d'Australie, il est relativement stable, mais qui demeure à des niveaux qui sont élevés et qui ne sont pas favorables très honnêtement à l'investissement. Diapo suivant. Alors les finances publiques, on en reviendra, mais c'est le chitat de diapo on en reviendra aux indicateurs des finances publiques, Bon, l'idée fondamentale, en fait, c'est que le déficit budgétaire, il reste à des niveaux élevés. Bien que
En 2024, je pense qu'il est un peu plus de 10 milliards, 10 milliards, 10 milliards de dinars. La balance commerciale, bien qu'il y a une amélioration, mais amélioration fait déficit, moi, ce n'est pas un excédent, ça reste toujours, le déficit commercial, il reste toujours important malgré l'amélioration. Une amélioration du déficit, c'est que les exportations se sont améliorées et les importations, ils ont diminué. Mais la diminution des importations, c'est pas toujours une bonne chose, surtout lorsqu'elle concerne des produits stratégiques, des produits qui sont nécessaires pour le fonctionnement des investissements et pour le dynamisme des investissements. L'Européen des importations n'est pas toujours considéré comme signe positif, surtout lorsqu'il s'agit des produits énergétiques ou des produits de première nécessité. Diapo suivant. Alors, la balance des paiements, heureusement, la balance des paiements, une partie, la balance courante, elle fait la balance commerciale, ou une partie, les capitaux. Mais, en gros, la balance des paiements, la balance courante plus capitaux, il y a eu une amélioration, Dieu merci, et cette amélioration, elle était grâce essentiellement l'amélioration des recettes touristiques et l'amélioration des revenus du travail et des EDE, des investissements directs étrangers, mais en fait, ce sont des investissements beaucoup plus de renouvellement. Moi, d'extension, moi, vraiment des nouveaux investissements. Donc, c'est beaucoup plus des investissements d'extension, de renouvellement. Diapo suivant. Les recettes touristiques on a diapo suivant. Les revenus de travail le transfert surtout des Tunisiens qui sont résidents à l'étranger, Dieu merci, j'espère que ça va continuer parce que ça améliore en fait la balance des paiements et en fait ça donne de bons signes surtout pour les partenaires et les marchés financiers. Diapo suivant. كيف قلنا les flux des EDE تحسن. Diapo suivant. Alors, les avoirs nets en devises, également, une amélioration des recettes touristiques, ou en fait, une nette amélioration des EDE et des transferts, et quitte les avoirs en devises, mais quand on parle des femmes à faire le budget de l'État et la balance de paiement. Les avoirs en devises, ou d'ailleurs, dans une IFM, en fait, les avoirs en devises, c'est pas مش ملك الدولة التونسية. Les avoirs en devises, c'est ملك الناس اللي ندخل devises. صحيح هم على ذمة الدولة التونسية ولكن ماهوش ملك الدولة التونسية، ولكن نلقاو الدولة التونسية تحتاج en fait des devises. Donc les avoirs nets en devises, c'est un bon signe, mais ce n'est pas équivalent à une situation des finances publiques qui est meilleure, si je puis dire. يعني تنجم يكون عندك des avoirs en devises اللي هما في نيفو محترم ولكن en même temps عندك une crise des finances publiques كيما موجود في تونس. Donc les avoirs nets en devises تحسنوا وهذاك اللي خلى peut-être le taux de change diapo suivant. Donc خلى le taux de change il est relativement stable par rapport à l'euro et par rapport au dollar. كيما قلت لنا في الديابو le taux de change demeure relativement stable malgré une légère dépréciation en glissement annuel. En glissement annuel, le taux de change, surtout par rapport à l'euro, le taux de change d'aujourd'hui, avec la même date l'année dernière, une légère, vraiment une dépréciation, mais sur toute l'année, de l'année 2023, le taux de change est relativement stable. Tableau suivant. Voilà, juste là, le budget de 2024, qui m'a dit le budget de 2024 montre, c'est un argument un peu plus, que la Tunisie vit des difficultés au niveau de son budget, voilà, au niveau des finances publiques. En fait, les misanières, que ce soit les misanières, les recettes et les dépenses. Ou les dépenses, deux grands titres, comme ce qu'on appelle les dépenses budgétaires ou les dépenses de trésorerie. Kif recettes, recettes d'un budget كله مقسمة deux grandes catégories, les ressources budgétaires ou les ressources de trésorerie. كنحب نفصلوا شوية
diapo suivant. En fait, les ressources budgétaires, الموارد نتاع الدولة فيها les ressources fiscales, يعني tout ce qui est impôt direct et indirect, وفيها les ressources non fiscales, tout ce qui est redevance calorique, voilà les revenus de privatisation, etc. وفيها les dons. Alors pour les dépenses, كما قلنا فما les dépenses budgétaires ou les dépenses de trésorerie. Donc le dépôt suivant. Voilà, les ressources de trésorerie, on met les ressources d'emprunt, que ce soit intérieur ou extérieur, ou même les autres ressources de trésorerie. Et si vous voulez, partie منها, c'est une boîte noire. Allez, les autres ressources de trésorerie, je n'en peux faire, par exemple, en fait, le financement, ممكن شكل من أشكال financement direct de la Banque centrale du budget. Et en fait, les bons de trésor, اللي هما دو تري كور تيرم من 13 ل 26 اسبوع هذوما اللي تشتريهم ديريكتومون اون فيت البنك سنترال عند الدوله واللي هما ما نتكلموش عليهم برشا لي زوت ريسورس هذوما دو تريزوري ودايور القانون الاخراني علاش يقول 7000 مليار صافي لانه ما تدخلش فيهم هذوما لي زوت ريسورس دو تريزوري سورتو لي بون دو تريزور هذوما دو 13 ا 26 سيمين ما يدخلوش فيهم واللي هما توا وصلوا ل 9000 مليار. يعني البنك سنترال ديجا عاطي للدوله 9000 مليار وباش تزيد الدوله تاخذ توا حسب القانون الاخر 7000 مليار كامل. سكي ان مونطون معناتها تري امبورطون واللي هو اكيد توا سي سابق يزيد يفسر لنا اللي هو عنده انعكاسات ان فيت على لي فوندامنتو سورتو معناتها تو سكي ريزيرف اون دوفيز تو تشانج اي نوتاسيون سوفران دو لا تونيزي. Alors, كيما فصلنا لي ريسورس قلنا لي ريسورس نتاع الدوله نتاع البودجي فيها لي ريسورس معناتها لي ريسورس بودجيتير لي ريسورس دو تريزوري كيف لي ديبونس تتقسموا لزوز لي ديبونس. دونك ديبو سويفون. دونك لي ديبونس بودجيتير هما فما لي ديبونس بودجيتير ولي ديبونس دو تريزوري. لي ديبونس بودجيتير نلقاو فيهم لي ديبونس كورونت ونلقاو فيهم بيان سور لي ديبونس دانفستيسمون اي لي ديبونس imprévu. هكا التفصيل تاع النفقات فما لي ديبونس كورون تو سكي نفقات التاجير والتسيير ان فيت والتدخلات وبعد نلقاو لي ديبونس دانفستيسمون ونلقاو نفقات تمويل هو سي ان فيت لي ديبونس سي لي انتري سور لا ديت. داكور الانتري اللي نخلصوه سور لا ديت هذوكم نفقات تمويل اي بيان سور فما لي ديبونس امبريفو. اي دوله تعمل تخصص دي ديبونس لا قدر الله ان كان دو كاتاستروف ناتوريل. D'accord. Donc, qui va prendre les dépenses, les dépenses budgétaires et les dépenses de trésorerie. Les dépenses de trésorerie, c'est le paiement du service de la dette. D'accord? Que ce soit intérieur et extérieur. Donc, la différence entre les dépenses budgétaires et les recettes budgétaires forme ce qu'on appelle le solde ou bien le déficit. Donc, diapo suivant. Donc, le solde, il est un peu plus de 11,5. Si on intègre les dents, on a un peu plus de 10 milliards de dinars, ce qui est énorme. 7,7%, 6,6% de PIB, c'est un déficit qui est énorme. Donc la question qui se pose, quelle est l'issue en fait? Quelle est l'issue? Donc, les dépenses de l'État sont beaucoup plus élevées que les ressources. Donc, la solution, c'est très simple. Ou bien vous compressez vos dépenses, ou bien vous augmentez vos ressources. Alors, vous compressez vos dépenses, c'est-à-dire que vous réformez, si vous voulez, votre système fiscal, vous réformez vos entreprises publiques, vous réformez, en fait, vous faites les réformes nécessaires de votre, en fait, budget de compensation. Et en fait, vous renforcez vos recettes fiscales. Bien sûr, le renforcement des recettes fiscales ne passe pas par ne doit pas passer par, voilà, ne doit pas se traduire par une pression fiscale beaucoup plus importante. D'accord? Donc, par exemple, on corrige ou bien on réforme notre système de TVA, donc on intègre notre économie informelle dans le système formel, donc comme ça, on améliore nos recettes. Donc, la solution fondamentale, ou bien vous compressez vos dépenses, ou bien vous améliorez vos recettes. C'est ça, encore sur les issues possibles pour les finances publiques tunisiennes. Donc voilà, donc نعدي الكلمة سي سادة كما قلت
c'est ça, il va prendre, je pense, 10 minutes de présentation, après quoi, donc si vous aurez des questions, donc vous pouvez les poser, que ce soit à Sissada ou même à moi-même. Donc je vous remercie pour votre attention et je cède la parole à Sissada. Fadal Sissada. On vous entend, Sissada. Oui, on vous entend très bien. Ah, d'accord. Merci, Siaram. Bon après-midi chez vous. Merci surtout pour les détails que vous avez fournis sur l'évolution du budget. D'abord, je suis ravi de collaborer de nouveau avec ITBS et je vais être relativement court. Je préfère avoir beaucoup plus de discussions avec les participants. J'ai partagé ma présentation, mais puisqu'il y a pas mal d'intérêt online, je vais un peu retenir quelques aspects importants. Comme tu sais, Arab, je travaille actuellement sur un livre sur les relations entre la Tunisie et le FMI. Et à travers mes recherches, j'ai constaté que la Tunisie contemporaine a connu quatre crises financières assez aiguës. J'ai dit trois parce que j'exclus la crise des années 1860 qui était avant la Tunisie moderne. Donc, si je m'attache aux dernières crises de 1960, 1980 et la crise actuelle depuis la Révolution. Bien sûr, pour chaque crise, il y a des explications socio-économiques, conjoncturelles, et ainsi de suite. Mais j'ai constaté qu'il y a un trait commun à toutes ces crises, à savoir qu'elles avaient comme origine principale des dépenses publiques très élevées, qui n'étaient pas soutenables, qui n'étaient improductives, et fait qui m'a vraiment choqué, qui était pour une bonne partie financé par la Banque centrale de Tunisie. Avant toute cette discussion qu'on a actuellement avec la nouvelle loi et ainsi de suite, j'ai découvert que la Banque centrale a été impliquée avant dans toutes ces crises pour leur financement direct et indirect. Et je peux donner quelques détails. J'ai publié déjà un article sur la crise des années 80, mais je vais offrir quelques détails. Donc, la première crise, c'était 1960. C'était l'expérience des coopératives et le phénomène à cette époque était l'importance des dépenses publiques d'investissement qui n'avaient pas de corollaire en matière de ressources car le recours au financement extérieur était faible. La Banque centrale a contribué énormément à ce financement. Le même phénomène s'est reproduit pendant les années 80. Et malgré le fait qu'il y avait une limite légale pour le financement du Trésor, qui était à l'époque 5% des recettes ordinaires, le gouvernement a trouvé des moyens indirects pour pousser la Banque centrale à participer dans le capital d'entreprises publiques, dans le capital de nouvelles banques de développement qui ont atteint des chiffres assez élevés. Et ça a donné lieu, bien sûr, au programme d'ajustement avec le FMI. J'ai oublié de mentionner que la crise de 1860 a donné lieu à 6 programmes consécutifs avec le FMI. Après la Révolution, enfin, tout le monde connaît ce qui s'est passé et on a eu également 2 programmes non concluants avec le FMI qui, la même chose, impliquaient le financement du FMI, mais également le financement direct de la Banque centrale en 2020. Et comme vous l'avez détaillé, actuellement avec la loi approuvée hier. Donc,
comme tu sais, j'ai travaillé beaucoup au FMI. Et à travers des années, j'ai retenu 3 conclusions importantes à travers l'expérience de tous les pays qui sont passés par les crises. Aucune économie n'a surmonté surtout le coût socio-économique devient de plus en plus élevé. Et il y a un fait que le prêteur de dernier ressort n'est jamais la Banque centrale, c'est toujours le FMI. Donc, la Banque centrale, elle est là, on l'a essayé, on va l'essayer, mais il n'y a pas d'autre source, d'autre sortie que les réformes. Et si les réformes sont très difficiles, et le FMI il est là pour aider à réduire la teneur des réformes en aidant le pays et en aidant le pays à avoir des financements bilatéraux. Je termine avec une seule observation. Vous avez limité votre présentation, je crois, aux années récentes, 2020, jusqu'à... Vous savez très bien, et vous l'avez vous-même répété dans beaucoup d'articles, que la taille du budget a plus que doublé depuis 2010. Non. Vous êtes entouré de jeunes qui n'ont pas connu un peu beaucoup l'histoire de la Tunisie. Mais imaginez si le doublement du budget a été accompagné de réformes et les dépenses qui ont été gaspillées pour soutenir les entreprises publiques, pour donner la compensation à tout le monde, pour recruter des travailleurs qui ne travaillent pas, mais qui reçoivent des salaires. Imaginez si toutes ces ressources ont été utilisées pour des dépenses productives. Et la Tunisie en a besoin, et je m'arrête ici. Merci beaucoup, César. Merci pour cette présentation concise et précise. Bien sûr, moi-même, j'ai quelques petites questions. En fait, vous avez évoqué le FMI. Donc, vous avez dit que pratiquement la seule issue de la Tunisie actuellement, c'est le FMI. En même temps, vous avez dit que la Tunisie, elle a fait 2 accords après 2011 qui étaient non concluants. Donc, il y a quand même un certain paradoxe. Oui. Donc, comment sont passés, en fait vous dites d'une part que la Tunisie, post-2011, la relation avec le FMI n'était pas... en fait, n'a pas réussi, mais en même temps, vous dites que actuellement, c'est la seule issue. Donc, on voit très bien que c'est quand même paradoxal. Vous avez une explication? Oui. Comme vous l'avez dit, après la Révolution, on a eu deux programmes qui n'étaient pas concluants. C'était une opportunité vraiment importante qui a été ratée. Pourquoi? Parce que vous vous rappelez, après la Révolution, la Tunisie avait beaucoup d'estime, avait beaucoup de crédit partout dans le monde. Beaucoup de pays voulaient soutenir la Tunisie. Et ça explique un peu pourquoi ces programmes ont été mis en place. Le G20 a également déclaré un soutien massif à la Tunisie. Je crois qu'il y a eu 2 erreurs. Une erreur que tout le monde connaît en Tunisie, c'est-à-dire qu'on a eu je ne sais pas combien de gouvernements qui se sont succédés, et chaque gouvernement, comme le gouvernement actuel,
on commence par blâmer les gouvernements précédents pour les erreurs qu'ils ont fait, pour le stock qu'ils ont laissé. Mais on ne fait rien pour redresser la situation. La deuxième erreur, c'est de la part du FMI lui-même. Le FMI n'avait pas une expérience de transition économique. La seule expérience de transition économique, c'était celle qui a été faite par des pays de l'Europe de l'Est après la dissolution de l'Union soviétique. L'environnement international diffère entre les pays arabes et l'Europe de l'Est. Le soutien a été massif, bilatéral, des institutions internationales, FMI, G20, pour aider les pays de l'Europe. Et en contrepartie, ces pays-là, il faut le reconnaître, ont passé par des réformes assez douloureuses, mais qui ont permis à ces pays-là de retrouver rapidement une stabilité financière, une croissance comme la Pologne, comme beaucoup de pays. Notre problème, c'est que chaque gouvernement délaye les réformes. Alors que les réformes, tous les Tunisiens les connaissent, c'est pas le FMI qui les a inventées. C'est la compensation, c'est les entreprises publiques, c'est la masse salariale. On ne fait que répéter ça et on continue à le répéter. Donc, c'est l'histoire qui se répète. L'échec des programmes de 2013 et 2016, on le retrouve maintenant. C'est exactement les mêmes choses. C'est ça, mais en même temps, restant au sujet du FMI, c'est vrai qu'il y a une responsabilité qui incombe au gouvernement, ça c'est certain. Surtout avec le retard des réformes qui devraient être mises en œuvre. Mais en même temps, il y a une part de responsabilité sur le FMI lui-même. On a vu les expériences passées, surtout avec la Tunisie, c'était des expériences plus ou moins douloureuses. Actuellement, également avec l'Égypte, le FMI, il a conditionné son aide par le flottement de la livre égyptienne. Et on voit, aujourd'hui, je pense, elle est échangée à 80, en fait, $1 c'est 80 livres, et peut-être ça va aller jusqu'à 100. Donc la responsabilité, elle n'est pas seulement une responsabilité des gouvernements, mais également du FMI. Certains appellent à une refonte ou bien une réforme de l'architecture même de l'architecture financière mondiale. Donc ce n'est pas seulement une responsabilité des pays, mais également une responsabilité du FMI. Donc en quelque sorte, les responsables qui ont plus ou moins fermé la porte au FMI, ils ont peut-être raison, n'est-ce pas? Je suis absolument d'accord avec toi, Aram. Comme je l'ai dit, peut-être je ne l'ai pas détaillé, je vais le détailler maintenant. Le FMI a une part de responsabilité, au moins à 3 niveaux. Et je vais les expliquer quels sont les 3 niveaux. D'abord, au niveau des instruments. Si vous vous rappelez très bien, le FMI, depuis un bon nombre d'années, utilise des programmes à moyen terme, qui sont sur 3 et 4 ans. La Tunisie, après, on parle de la Tunisie. La Tunisie, après la révolution, n'avait pas besoin d'un programme sur 4 ans. Sur 4 ans, ou sur 3 ou 4 ans, sur 3 ou 4 ans, on a connu 4 ou 5 gouvernements. Il fallait un programme stand-by de 18 mois à une année pour stabiliser l'économie. Et puis, une fois l'économie stabilisée, on passe un programme à moyen terme qui inclut les réformes. On ne peut pas en même temps stabiliser une économie et mettre en place des réformes à moyen terme. Donc, ça, c'est la première erreur technique. La deuxième erreur, elle est géopolitique. Le FMI est une institution, vous devez le savoir, qui n'est pas uniquement technique, elle est politique. Elle est soumise à des pressions, à des intérêts des pays membres. Et le FMI a été poussé à maintes reprises à soutenir la Tunisie alors que techniquement, il ne voulait pas. Je me rappelle une fois,
je ne sais pas si je ne pense pas que les Tunisiens étaient au courant. La garde devait visiter la Tunisie pour la première fois. Les services techniques du FMI étaient contre la conclusion de la revue. La conclusion de la revue, bien sûr, qui donnait lieu à des déboursements de ressources. Le staff était contre la conclusion, contre le passage au Conseil. Mais parce qu'elle devait venir à Tunis, elle ne peut pas venir des mains vides. Donc, le staff a été plus ou moins poussé à réajuster ses raisonnements et donc la revue a été conclue et la garde est venue pour dire que les choses vont plus ou moins. La troisième, je finis avec la troisième et puis on continue. La troisième, un peu, c'est l'environnement international. La Tunisie pensait que le crédit qu'elle avait après la révolution était une monnaie utilisable. Et donc, lorsque le G20, par exemple, avait indiqué à un certain moment qu'il valait débloquer 20 milliards de dollars, ils ont pensé que c'était de l'argent disponible. Alors que il faut comprendre les pays du G7 ou G8, chacun a son intérêt particulier dans ses relations avec des pays. Et ce n'est pas uniquement les déclarations qui importent, c'est les relations bilatérales. Donc, souvent, il y a beaucoup de déclarations d'intérêt, de soutien, mais il faut voir la mise en place. Et souvent, la mise en place de ces promesses dépend d'intérêts particuliers, d'investissements particuliers entre la Tunisie et la France, entre la Tunisie et l'Allemagne et les États-Unis. Donc, c'est un peu le manque d'expérience des autorités tunisiennes dans les relations internationales et le fait qu'on a gaspillé ce crédit-là. C'est ça, actuellement, la situation actuelle, oui. Surtout avec la fermeture des portes, si je puis dire, voilà, l'absence de dialogue entre la Tunisie et le FMI. Actuellement, est-ce que ce n'est pas une bonne décision de recourir à la Banque centrale? Parce que, vous savez, nous avons des dépenses qui sont incompressibles, que ce soit la des dépenses d'intervention, que ce soit le paiement du service de la dette, ce sont des dépenses qui sont incompressibles. C'est impossible de les faire baisser. En plus, on a d'autre part la fermeture des portes du FMI et derrière lui, bien entendu, les financements bilatéraux et multilatéraux. Le marché financier international il est quasiment fermé pour la Tunisie. J'ai vu que vous étiez assez critique par rapport à ce financement direct. Est-ce que, en vue des données actuelles, est-ce que ce n'est pas vraiment une bonne solution? Si on regarde la réalité des choses, on peut se dire qu'effectivement, le gouvernement il a bien fait de recourir à la Banque centrale pour un financement direct du Trésor. OK. Tunisie et FMI et situation actuelle. Il y a deux aspects. Il y a l'aspect routinier des relations entre la Tunisie et le FMI qui sont des relations institutionnelles avec tous les pays membres. Vous vous rappelez très bien. Allô? Oui, on vous entend, c'est ça. Ah, d'accord. Vous vous rappelez très bien que les autorités tunisiennes ont demandé le report de la mission du FMI au titre de l'article 4. OK. Et tout le monde comprend pourquoi. Parce que ce n'était pas l'excuse que le gouvernement était occupé par les discussions budgétaires. C'est une excuse. La raison principale, on ne veut pas que le FMI intervienne. Et je vais vous donner un peu ce que se serait passé si on aurait la mission de l'article 4 en décembre. Donc, la mission serait venue, elle aurait eu discussion avec les autorités, Banque centrale, ministère des Finances, elle aurait discuté le projet de loi à présenter sur le financement
de la Banque centrale et elle refait un rapport qui sera discuté par le Conseil et puis publié. Quel sera le contenu de ce rapport? Moi, j'ai une idée. Ils vont dire que voilà la situation de la Tunisie. Ils rappellent qu'il y a eu un accord qui a été conclu et qui n'a pas été mis en place et que les autorités ont décidé de compter sur eux-mêmes pour financer la situation. Compter sur eux-mêmes, ce n'est pas un mot pour le FMI. J'ajouterai un point peut-être, en fait, pourquoi la Tunisie avait refusé la mission du FMI dans le cadre de l'article 4. En fait, peut-être il y aura ce qu'on appelle un DSA, le Debt Sustainability Analysis, l'analyse de la soutenabilité de la dette. Et peut-être, en fait, cette analyse va conclure que la dette tunisienne n'est pas soutenable. Et cette conclusion, peut-être, elle pourra avoir des répercussions désastreuses pour la Tunisie. Et l'une, peut-être, des raisons qui ont poussé le gouvernement de refuser, en fait, la visite du staff, peut-être que c'est lié à ce point. Mais vous ne m'avez pas répondu à ma question, c'est-à-dire, est-ce que vous considérez que le recours au financement direct, c'était vraiment la seule option pour le gouvernement? Oui, la seule, lorsque vous venez le 5 février dire que j'ai une échéance de remboursement de 3 milliards le 16 février, bien sûr, mais pourquoi cette demande n'a pas été faite avant la discussion du budget? D'ailleurs, j'ai suivi hier les débats parlementaires et pas mal de représentants ont dit pourquoi vous venez maintenant, pourquoi vous n'êtes pas venu avant. J'ai vu même, il y avait 5 députés qui avaient proposé un amendement pour réduire le montant de 7 à 5. Et lorsque l'amendement a été présenté en vote, il y avait plus de 50 députés qui ont voté pour. Bien sûr, ça n'a pas passé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que lorsque vous retardez les réformes ou les prises de décision, bien sûr, vous perdez le choix. Et lorsqu'on dit que cette loi, elle est exceptionnelle, c'est pas vrai. D'ailleurs, on l'a utilisé en 2020. Donc, le caractère exceptionnel n'a plus de sens. Et autre chose, la crise, le titre de la présentation, la crise des finances publiques en Tunisie n'est pas en 2024, n'est pas 2023, on la traîne depuis longtemps. Donc, lorsque vous comptez vous-même, vous prenez la décision, vous comptez, il y a des corollaires. Donc, vous éliminez tout financement extérieur. Vous éliminez les réformes. Donc, qu'est-ce qui reste? La Banque centrale, elle quand même, elle fait partie de l'État. Elle émet des réservations, des réserves, mais elle ne peut rien faire à moins d'avoir une position de principe et de dire non, et donc avoir des retards de paiement de la dette extérieure. Donc, moi, je pense qu'il faut dépasser la prise de décision. Il faut voir un peu la situation, l'origine de la situation et comment la résoudre. Parce que la loi, elle est claire. C'est pour résoudre le déficit budgétaire de 2024. Et l'année prochaine, qu'est-ce qu'on va faire? Une autre opération exceptionnelle? Tout à fait. Avant de passer peut-être la parole à l'audience, je voudrais savoir quelles sont les répercussions de
de cette loi, quoi, qui est bon, exceptionnelle. Moi, je ne suis pas sûr qu'elle est exceptionnelle. Donc, quelles sont les répercussions? Parce que c'est une solution en fait de second best, ou bien c'est une solution que vous considérez comme peut-être désastreuse pour l'économie? Alors, j'ai pas bien saisi, ça m'a dit. C'est ça, donc quelles sont les conséquences? Est-ce que cette solution, les conséquences. Les conséquences. Ah, les conséquences. Les conséquences, j'ai écrit quelque chose il y a 2-3 jours. D'ailleurs, entre parenthèses, j'invite tous les jeunes à rejoindre notre groupe Tunisie AFMI sur Facebook. Je fais un effort un peu pour éclairer. Et j'ai fait un post sur cette opération exactement parce que vous vous rappelez, le gouverneur est passé devant l'ARP et il a fait une déclaration. Et le lendemain, le conseil d'administration du FMI, de la Banque centrale, a fait un communiqué. Et lorsque vous lisez les deux déclarations, il semble qu'il y ait un peu une différence. Le gouverneur, sur l'inflation, le gouverneur donne l'impression que ça n'a pas un impact immédiat sur l'inflation, alors que le Conseil exprime des inquiétudes. J'ai essayé d'expliquer pourquoi les déclarations sont correctes et qu'est-ce qu'elles reflètent. Sur les 7 milliards, il faut alors là voir opération par opération. Prenons les 3 milliards qui vont être débloqués. Moi, je conclus qu'elles n'ont pas un impact sur l'inflation. Et j'ai expliqué pourquoi. Je peux le répéter d'une manière brève. La Banque centrale va donner 3 milliards, va verser 3 milliards de dinars dans le compte du Trésor à la Banque centrale. Donc, elle crée 3 milliards. Le Trésor va utiliser ces 3 milliards pour acheter l'équivalent en devises. Donc, il retourne les 3 milliards à la Banque centrale. Donc, il y a une stérilisation et sa créance sur le bilan de la Banque centrale, il y aura une baisse sur le plan actif, une baisse des avoirs en devises compensée par une augmentation des créances de la Banque centrale sur l'État. Donc, il y a deux éléments d'actifs qui jouent. Le passif reste. Donc, elle n'a pas un impact direct sur l'inflation. Mais comme vous savez certainement, les étudiants le savent, l'inflation n'est pas un mécanisme direct. Elle tient compte un peu des perceptions, des projections. Et donc, moi, j'estime que le direct ne va pas être, il n'y a pas d'effet direct, mais il y a bien sûr un effet indirect parce que ça affecte la perception, le fait que la suite va certainement être utilisée pour des dépenses en dinars. Le fait que on a fait ça pour 2024 et on n'a pas de perspective différente pour l'année prochaine. Donc, il risque d'avoir la même chose en 2025. Donc, ça influe sur la confiance et sur la perception en matière d'inflation. Très bien, merci. Vous savez, autre chose, il y a un effet alors là très direct sur les ponctions en devises, hein. Et là, alors là, sur le dinar et blablabla, ça c'est évident. Effectivement, peut-être qu'il n'y a pas un lien direct sur le financement, il va servir à les convertir en devises et à payer la dette. Il y aura certainement une baisse des réserves de change et peut-être une légère dépréciation du dinar qui va entraîner une inflation importée. Donc, que ce soit le gouverneur, donc le conseil d'administration de la Banque centrale est totalement raison en disant qu'il faut faire attention, peut-être que ça va avoir des répercussions. Moi, je pense qu'il va y avoir des répercussions, une baisse des réserves de change, au moins les 2-3 premiers mois, et cette baisse des réserves de change va se répercuter sur le dinar et donc sur
sur l'inflation. Donc, il y aura peut-être, même si c'est léger, il y aura un effet sur l'inflation. Je passe la parole aux audiences. C'est ça, s'il y a des questions de la part de nos chefs étudiants ou même de nos collègues. Je vois la tête de C. Mohamed avec Makri. Il va certainement poser des questions. Merci. Allô? C'est bon? Donc, je me rends compte que c'est non seulement un excellent plan d'économie, mais en plus, c'est un long psychologue. Il a deviné ce qui se tramait dans ma tête, n'est-ce pas? Voilà. Donc, moi, je vais d'abord rebondir sur ta conclusion. Tu as dit que équilibrer un budget, il n'y a pas plusieurs solutions. Il faut ou réduire les dépenses ou augmenter les recettes. Moi, je dis qu'il faut les deux en même temps. Il faut aussi bien réduire les dépenses. سمح لي ما اسمعش بالكدا. Donc, et là, vous m'écoutez là? ما اسمعش بالكدا. C'est un problème technique avec la régie. Donc, il faut les deux. Il faut aussi bien réduire les dépenses et augmenter les recettes. Et là, quand on dit cela, on touche au modèle économique de ce pays. C'est une forme du modèle économique. Tout le monde parle de la nécessité de mettre en place un nouveau modèle économique, mais personne n'arrive à en parler de la consistance. De quoi il s'agit? C'est un beau slogan, nouveau modèle économique. Mais de quoi il s'agit? Il s'agit essentiellement de redéfinir le rôle de l'État. Qu'est-ce qu'on attend de l'État? Qu'est-ce qu'on attend de l'État? Et une fois on s'est mis d'accord sur le rôle de l'État, automatiquement, on va toucher aux postes, dépenses, aux postes, aux recettes de l'État, et avec une vision quand même étalée dans le temps. Parce qu'on ne peut pas changer, on ne peut pas faire un virage de 180 degrés, bien ça, non, tout du temps. Seulement, il y a un problème de sémantique. À chaque fois où on parle, les réformes font partie, bien entendu, c'est un petit ensemble de la nouvelle vision économique, c'est un petit ensemble. Et à chaque fois où on parle de réforme, on y associe l'adjectif douloureuse. Quand on dit réforme douloureuse, on fait peur aux gens. Moi, Désolé. Donc, on fait peur aux gens. Réforme douloureuse. Alors que, par essence, les réformes sont annonciatrices d'un meilleur avenir, d'un meilleur futur. On fait des réformes pour améliorer la situation et non pas pour faire souffrir les gens. Si on dit réforme douloureuse, tout le monde se bloque. Personne ne veut plus rien faire au point où, et là je vais, bref, au point où on a été incapable d'aligner le prix de la baguette sur 200 millions. Tout le monde paye 200 millions. Mais personne n'a été capable, parmi nos politiques et l'administration, à aligner le prix de la baguette. Essayez de comptabiliser les 10 millions sur plusieurs années, vous allez voir son impact sur le budget de compensation. D'une. De deux, je suis désolé, le FMI, on parle beaucoup du FMI, mais le recours au FMI, ce n'est que la conséquence des déséquilibres budgétaires. Si on n'avait pas, si nos budgets étaient équilibrés, on n'aurait pas besoin de dette. Et le FMI ne nous oblige pas à le solliciter. C'est nous qui allons le voir. C'est nous qui avons. Et pourquoi on va vers le FMI? Parce qu'il a les meilleures conditions de crédit. Il faut le dire, ça. Il a les meilleures conditions de crédit. Il prête à 2,5 maximum. Et comme le FMI dans son accord, il y a plusieurs institutions qui le suivent. Le FMI, pour plusieurs institutions internationales, est un brin, est une marque de confiance, n'est-ce pas? Donc, nous, on parle du FMI, le dictat du FMI, le FMI ne dit absolument rien. Vous êtes venus nous voir, vous demandez des ressources. Maintenant, nous avons nos conditions, comme n'importe quel citoyen, quand il va voir la banque pour pré-construction, après je ne sais quoi, un investisseur, a un droit de regard sur le business plan, sur la des conditions.
Il n'y a personne qui le prête sans condition. Eux, ils prêtent avec des conditions. Comme nous, on n'a pas respecté leurs conditions. On ne les a pas respectées. Il a dit, c'est ça, en 2013 et en 2017. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils nous ont envoyé des tanks pour nous occuper. Et si nous n'avons pas été capables d'assumer nos engagements, ce n'est pas la faute du FMI, c'est notre faute à nous. Et comme on commence par assumer d'abord nos responsabilités, et puis on parlera du FMI. Moi, je pense que. Moi, je pose une question à César. Qu'est-ce qui empêche, c'est ça là, parce qu'il est politique, le fond, il est politique. Qu'est-ce qui empêche nos différents gouvernements à prendre des décisions, même étalées sur le temps, pour améliorer, pour maîtriser les dépenses? Et là, le chapitre des dépenses, il y a à avoir un monde. On parle souvent, par exemple, des systèmes fonctionnaires. On peut en discuter. La masse salariale, est-ce qu'elle est due au nombre de fonctionnaires ou est-ce qu'elle est due au niveau des salaires? Le niveau des salaires est bas, extrêmement bas. Il est honteux. Le niveau des salaires en Tunisie est honteux. Et c'est l'une des raisons, à mon avis, que notre économie reste l'après. Parce qu'on continue à cultiver le modèle de développement dans la compétitivité sur les salaires, sur les coûts. Ça, c'est pas normal. Quand on cultive ce modèle-là, on ne peut pas réussir. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui notre gouvernement à entreprendre des réformes rationnelles, moi je ne dis pas douloureuses, à définir un autre modèle pour le pays? Qu'est-ce qui m'empêche? Vous, certainement, vous avez fréquenté les décideurs, qu'est-ce qui peut? La question c'était qu'est-ce qui empêche les politiques de mener des réformes souhaitées et non pas des réformes douloureuses? Parce que c'est péjoratif en fait, douloureuse, c'est un mot péjoratif. Qu'est-ce qui empêche les politiques de mener les réformes qui permettent de surmonter avec le temps cette crise des finances publiques? Ouais. Maintenant, je saisis qu'est-ce qui empêche les autorités de mettre en place les réformes pour résoudre la crise actuelle, c'est ça? C'est exactement ça. Voilà. C'est une question vraiment très importante et c'est le vrai problème d'ailleurs. Ne tournons pas en rond. Qu'est-ce qui se passe en Tunisie? Parce que maintenant, alors là, on va sortir de l'économie. Lorsque vous avez des gouvernements successifs qui ne sont pas accountable, c'est-à-dire que c'est des gens, c'est des responsables qui n'ont pas un sens de la responsabilité, qui se présentent pour des intérêts particuliers de parti ou de mentalité socio-économique. Ils n'ont pas de vision. Quel est sur les 10 dernières années depuis la Révolution, est-ce qu'un parti politique qui s'est présenté a fait un programme détaillé sur lequel il a basé sa candidature? Est-ce que le gouvernement actuel s'est présenté avec un programme? Est-ce que la loi qui a été adoptée hier a été discutée avec la société civile, avec les intéressés? Vous m'écoutez? Oui. On vous écoute très bien. Donc, le problème, qu'est-ce qui pousse les gouvernements à mettre en place les réformes? C'est la réalité, c'est le fait qu'ils n'ont pas le courage politique de le faire. Parce que ça, c'est l'aspect, ils n'ont pas le courage politique. Je ne rentre pas dans la question de l'expertise et des capacités parce que vous devez savoir que notre administration, elle est solide. Les cadres de la Banque centrale, des ministères des Finances, ceux qui sont là, indépendamment des ministres, c'est des cadres techniques solides. Le problème, c'est ceux qui prennent les décisions politiques. Ils ne veulent pas prendre des risques. Ils ne font que blâmer ceux qui sont venus avant eux. Et, hier, je vous donne un exemple très simple. Un des députés a interpellé la ministre des Finances. Il lui a dit, pourquoi
vous laissez la baguette à 190, pas à 200. Les 10 millimes, on les abandonne. Et ça n'a aucune justification. Une décision pour augmenter la baguette de 190 à 200, pourquoi on ne la prend pas? Pourquoi on laisse des responsables conduire des voitures de fonction? Pourquoi on recrute du personnel qu'on paye et qui ne travaille pas? C'est du populisme. Il n'y a pas une autre définition. Et la raison, la solution, elle est très simple. C'est les élections. C'est les élections. Donc, ceux qui élisent ont une responsabilité, ceux qui restent chez eux ou qui n'élisent pas ont une responsabilité. Et c'est le peuple qui, en fin de compte, est responsable par ça. Pourquoi on accepte, tous les Tunisiens acceptent d'être compensés, alors qu'ils savent très bien qu'ils peuvent accepter une augmentation du prix du pain. Ça ne les dérange pas. À leur place, je préfère payer le prix du pain à sa valeur normale, mais avoir une couverture Internet sur tout le pays. C'est-à-dire que la compensation, c'est la compensation des années 60. On doit changer, même en gardant le même volume de compensation, on doit targeter les secteurs qui sont porteurs. La consommation, la compensation, on la laisse aux pauvres. Et la différence, on l'utilise pour une autre compensation, pour avoir... enfin, vous avez une idée sur mon point de vue. D'accord, très bien. D'autres questions? Bon, CGL, Majdour. Merci, c'est ça. Merci beaucoup d'être parmi nous. Merci beaucoup. Vous m'entendez? C'est bon? Je cherche le signal. Il y a le petit point qui est là, vous captez ça certainement. Bon. Moi, je vais commencer. Allez-y. En fait, ce que j'ai dit, c'est que la Tunisie, c'est un problème, à mon avis, c'est un problème structurel parce que depuis 2010, il y a toujours un décalage entre le budget et les dépenses, que ce soit les dépenses courantes ou bien autres investissements, etc. Et donc là, si on ne corrige pas, si on n'ajuste pas de manière structurelle, on aura toujours besoin d'un financement complémentaire, exceptionnel, etc. Et la question que j'ai dit, ou bien ce que j'ai précisé, c'est que, par exemple, si on se projette en 2030, quelle est la taille, en fait, ou bien la part des salaires dans le budget? Est-ce que c'est la même? Elle va augmenter? Déjà, on est à un quart. Et donc là, on aura toujours besoin d'un financement qu'on va le qualifier à chaque fois d'une manière. Je ne sais pas si vous êtes d'accord ou non. Et donc là, on va continuer toujours dans ce problème. Ce qui me dérange, en fait, ce qui m'a dérangé, en fait, dans l'affaire, c'est qu'avant, il y avait des amis, en fait, avec nous, et les amis ont soutenu, en fait, la dette qui n'était pas soutenable. C'est-à-dire, c'est comme si on a dit oui à une question qu'il fallait dire non, et que le oui, aujourd'hui, il est un peu gros par rapport au oui de 2010. C'est ça ce qui me dérange, c'est l'échelle, en fait. Et j'ai fini en fait de dire que est-ce que le FMI, je suis parti en fait de votre témoignage par rapport à Christine Lagarde qui était là en fait, qui aurait dû dire non, mais elle a dit oui parce qu'il y avait des influences politiques derrière. En fait, est-ce que dire oui en 2010, c'est quoi le coût aujourd'hui? C'était ça en fait ma première question. Est-ce que le FMI était un ami ou non? C'est de manière figurée en fait par rapport à la question en 2010. Et le FMI a dit non aujourd'hui, ou bien nous, on a dit non, je ne sais pas qui a dit non de toute manière par rapport à la problématique. Mais aujourd'hui, notre dette n'est pas soutenable et on n'a pas des amis. Donc, avec des problèmes structurels, en fait, je me retrouve en fait dans, comment je pourrais qualifier en fait, non, je ne vais pas dire ça. Tu as dit ça, c'est pas moi. Voilà, à vous la parole. Merci beaucoup, c'était très clair. Dommage que... c'est ça, vous m'entendez? Très bien. Très bien. Juste une dernière question en complément avec ce qui a été dit par CGH. Alors, la Tunisie a désormais un cadre budgétaire 2024-2026. Oui. Elle a un cadre budgétaire. Donc, est-ce que ce cadre budgétaire constitue une lueur d'espoir pour la crise des finances publiques?
Voilà. Parce que ce cadre budgétaire va permettre à la Tunisie de sortir de cette crise. Et merci. Alors là, les deux questions sont claires et très intéressantes. D'abord, l'aspect structurel. Si vous regardez un peu le trait d'union de ma présentation, j'ai essayé d'expliquer que depuis pratiquement l'indépendance, ce problème existe. C'est-à-dire que le train de dépenses du gouvernement est supérieur aux recettes budgétaires. Et ça s'explique pour beaucoup de... J'ai même donné une explication sociale. C'est-à-dire que chez nous, dans la société arabo-musulmane, on aime, il y a le concept de famille, on aime le soutien, et on fait des sacrifices. Il y a des femmes, il y a des mères qui vendent leurs bijoux en Tunisie pour financer Harqa. Vous le savez très bien. Donc, si ce raisonnement existe au niveau familial, on ne peut pas blâmer l'État pour faire la même chose. Donc, il y a des considérations sociales. Et c'est pour ça que les politiciens disent, moi, je veux la paix sociale. Et on ne fait pas les réformes pour garder la paix sociale. Mais ça a un coût. Donc, plus on retarde, plus les problèmes deviennent épineux, et plus ils deviennent structurels. Résoudre un problème conjoncturel, c'est relativement facile. Les instruments existent, mais résoudre un problème structurel, c'est difficile et surtout douloureux. Donc, ça entraîne une crise. La deuxième question, le cadre. Le cadre, d'abord, il est extrêmement important d'avoir un cadre. Et un des problèmes qu'on a eu en Tunisie depuis la révolution, c'est le manque de cadre. Avant, on avait des plans indicatifs. On avait des budgets économiques sur 3 ans, des plans détaillés sur 3 ans. On avait le budget économique qui adosse le budget lui-même. Et c'était un instrument de gestion. Pourquoi? Parce que ça offre un cadre macroéconomique général qui guide le gouvernement. Lorsque vous avez je vous donne un exemple très simple. Vous avez un gouvernement qui gère une crise actuelle. Tout le monde sait. Et vous avez la CNSS qui offre des facilités de financement pour accueillir des voitures. Il y a une contradiction macroéconomique, il y a quelque chose qui ne marche pas et un cadre peut éviter ça parce qu'il y a des choix, il y a des priorités, donc on demande à la CNSS de ne pas faire ça. Il y a des choix politiques difficiles et il faut les faire. Maintenant, pour les années futures, on a déjà abordé ce problème, c'est-à-dire que l'exception de 2020 a été répétée en 2024 et on a présenté ça comme une exception et on a et les 7 milliards, j'espère que ça va résoudre les 10 milliards de gap au niveau du financement extérieur, mais même si on a un cadre pour 2025-2026, est-ce qu'on va prendre les réformes pour vraiment réduire les besoins de financement? Si on ne prend pas les réformes, est-ce qu'on va répéter les mêmes financements à la Banque centrale? Donc, les questions restent. On n'a pas de réponse. Et c'est ça, malheureusement, qui crée des problèmes pour les investisseurs. Parce que les investisseurs veulent avoir un éclairage à moyen et long terme, veulent voir comment la situation du pays... je ne parle pas uniquement des investisseurs extérieurs, même les investisseurs locaux. Et là, je ne vous cache pas que j'ai énormément d'inquiétude sur ce qui se fait en matière, je ne rentre pas dans les détails, vous savez de quoi je parle. On a compris, on a très bien compris. Voilà, je vous remercie, Cedr, je vous remercie énormément pour votre intervention, pour les réponses, pour les différents éclairages. Comme je l'ai dit, je le rappelle, il y aura une publication d'une note
portant votre signature. Moi-même, peut-être que je vais publier à côté de votre note une note sur cette question qui sera publiée sur le site de l'IT Business School. Et on se donne rendez-vous le mois prochain. Merci encore une fois à Sadr. Merci à tous les collègues qui ont été présents ici. Merci à tous les étudiants. Merci Sadr et à très très bientôt. À bientôt, Aram. Mais c'était une bonne expérience comme d'habitude. Je suis toujours à votre disposition. Hein. Slama. Merci beaucoup. Merci, au revoir.